Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence de presse avec le ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos, l'administratrice en chef de la santé publique, Theresa Tam, et le sous-administrateur en chef, Njoo. Cette conférence se déroule via Zoom, so if you have questions, you may want to raise your hand right now so I can come up with a list for question period. Donc, on va commencer avec Monsieur Duclos. À vous la parole. Bien, merci beaucoup et bonjour à tous et à toutes. Good morning, everyone. Il me fait évidemment grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui, quoique en mode virtuel, avec mes collègues, la Dr Tam et le Dr Njoo, qui se joignent à nous. First, I'm pleased to provide you with the latest data on vaccination. As of January 30th, which is just therefore last Sunday, 85% of all Canadians had received a first dose. 79% of all Canadians of all ages had received 2 doses. And among those eligible, 50% had received an additional booster dose, which is an increase of 5% compared to the earlier week. Also, nearly 55% of children aged 5 to 11 had received at least 1 dose. That's an increase of 2% compared to the earlier week. I obviously encourage all parents to get their eligible children vaccinated. The Health Canada website actually has lots of useful information on pediatric vaccination, including a series of Ask the Doctor videos, which can help parents, us parents, make the best informed decision for our children. En date du 30 janvier, 85% des Canadiens de tous les âges avaient reçu au moins une dose de vaccin. 79% des Canadiens de tous les âges avaient reçu 2 doses de vaccin. Et parmi tous ceux et celles admissibles, 50% avaient aussi reçu une dose de rappel additionnel, ce qui représente une augmentation de 5% par rapport à la semaine antérieure. Près de 55% des enfants âgés de 5 à 11 ans avaient aussi reçu au moins une dose, ce qui représente une augmentation de 2% par rapport à la semaine précédente. J'encourage tous les enfants, tous nos parents, évidemment, à faire vacciner les enfants de 5 à 11 ans. Il y a beaucoup d'informations utiles sur la vaccination pédiatrique, incluant une série de vidéos intitulées « Demandez aux médecins » sur le site de Santé Canada pour nous aider comme parents à faire les meilleurs choix concernant nos enfants. Je remercie aussi tous ceux et toutes celles qui ont retroussé leurs manches et qui continuent à retrousser leurs manches pour choisir de se protéger et de protéger ceux et celles qui nous sont chers. The COVID-19 pandemic has reinforced the importance of nurses in our health system. Now, more than ever, is a time to ensure their perspective, the perspectives of nurses, and their experiences have to be more integrated in our decision-making. That is why last week, Health Canada began a process to hire a chief nursing officer. A successful candidate will not only represent the interests of nurses at the national level, but will also contribute to the important healthcare policy work that Health Canada needs to do ongoing. I encourage all qualified candidates to apply, and I look very much forward to greeting the new Canadian nursing officer later this spring. La pandémie de COVID-19 a renforcé l'importance cruciale des infirmières et des infirmiers dans notre système de santé. Maintenant, plus que jamais, il est temps de garantir que leur point de vue et leurs expériences soient davantage entendus et pris en compte dans les décisions que nous prendrons et que nous prenons à l'échelle du pays. C'est ainsi que cette semaine, Santé Canada a lancé un processus pour l'embauche d'une infirmière ou d'un infirmier en chef. La candidate ou le candidat retenu représentera non seulement les intérêts importants des infirmières et des infirmiers à l'échelle nationale, mais contribuera également de manière substantielle aux travaux et aux décisions qui vont devoir continuer
à Santé Canada en matière de protection de la santé des Canadiennes et des Canadiens. J'encourage donc l'ensemble des Canadiens et des Canadiens qualifiés à postuler et j'ai bien hâte d'accueillir la nouvelle infirmière ou le nouvel infirmier en chef un peu plus tard ce printemps. Case counts have been decreasing in recent weeks, but hospitalizations and ICU remain at a very high level. It therefore continues to be important to limit the spread of the virus as much as possible. We have to remain prudent. Individual efforts, that is the efforts of every one of us, including the layering of personal protections, are helping to slow transmission and help also mitigate severe illness across Canada. I'll say it again, we'll say it again. Vaccination is one of the most effective ways to protect ourselves against severe disease and transmission of COVID-19. If you have not already done so, I urge you to take this important step to protect yourself and to protect the health of those around you. Bien que le nombre de cas ait diminué dans les dernières semaines, le nombre d'hospitalisations et de gens que l'on retrouve dans les unités de soins intensifs demeure très élevé. Et nous devons donc continuer de mettre en œuvre tout ce que nous pouvons faire pour limiter la propagation de ce virus autant que possible. Il faut continuer à être prudent. L'utilisation de mesures de protection personnelle et d'autres mesures nous aident à ralentir la transmission et les incidences de cas graves. Je le répète, et on le comprend, mais toujours important de le redire, la vaccination est l'une des mesures les plus efficaces pour nous protéger contre la transmission et l'incidence de cas graves de la maladie suite à une infection à la COVID-19. Si vous n'avez pas encore reçu une première dose de vaccin, je vous encourage à le faire pour vous protéger et protéger toutes celles et tous ceux qui vous entourent. Merci. À vous, Dr. Tam. And bonjour à toutes et à tous. This winter, unprecedented numbers of people in Canada have been infected with the highly contagious Omicron variant. Though declining, daily new case counts averaging over 10,000 daily, together with other indicators of COVID-19 disease activity, including test positivity, RT, or the effective reproduction number, and wastewater surveillance trends, indicate ongoing widespread activity across the country. Presently, severe illness trends are elevated or still rising in many areas of the country. Up to February the 2nd, an average of over 10,000 people with COVID-19 were being treated in hospitals each day, including over 1,100 in intensive care and over 140 deaths were reported daily. As we continue to take measures to mitigate the impact of COVID-19 and protect our heavily strained health system, experts are learning more every day about the effectiveness of COVID-19 vaccines. At the same time, we are moving ever closer to more and better treatments. These advancements will help lighten the load that so many of us have been carrying in the space between us and through the difficult sacrifices we've made. Since the outset of COVID-19 vaccination programs, Canada's National Advisory Committee on Immunization, or NACI, and health authorities across the country have continued to monitor vaccine safety and effectiveness data. What the latest data show is that while 2 doses of COVID-19 vaccine offer reasonably good protection against severe disease, receiving an mRNA booster dose offers superior protection, keeping more people out of hospital or preventing more deaths. In general, data show that protection against hospitalizations is over 90% with an mRNA booster dose, which is 15 to 40% higher effectiveness than with just 2 doses. There are many benefits of being fully up to date with COVID-19 vaccines across all eligible age groups. Protection ranges from the smaller and shorter duration against infection through a somewhat larger reduction in symptomatic illness to strong protection against severe outcomes. Given the very large number of Canadians with a confirmed or apparent infection during the Omicron surge in particular, it is also important to highlight that previously infected people benefit from starting or completing their COVID-19 vaccination.
Hence, for the best possible protection against severe illness now and going forwards, health authorities continue to strongly recommend up-to-date COVID-19 vaccination for all eligible people, including for those who have had a COVID-19 infection. Today, NACI is releasing updated recommendations on suggested intervals for administration of booster doses for those who have been previously infected. Notably, NACI suggests that an mRNA booster be given at least 6 months after the previous dose or 3 months following infection, whichever is longer. However, as no vaccine is 100% effective, it is important for everyone to continue to use personal protective measures, such as wearing a good quality, snug-fitting mask, avoiding crowding, and improving ventilation in indoor spaces. For the many hard-won advancements that would not have been possible without the collective efforts of countless Canadians, thank you, merci, miigwech. Bonjour à toutes et à tous. Cet hiver, un nombre sans précédent de personnes au Canada ont été infectées par le variant Omicron hautement contagieux. Bien qu'il diminue le nombre de nouveaux cas quotidiens, qui s'élève en moyenne à plus de 10 000, et les autres indicateurs d'activité liés à la COVID-19, y compris la positivité des tests, le RT au taux de reproduction réel et les tendances de la surveillance des eaux usées, montrent la persistance d'une activité généralisée à l'échelle du pays. À l'heure actuelle, les tendances des maladies graves sont fortes ou encore en hausse dans de nombreuses régions du pays. En date du 2 février, plus de 10 000 personnes atteintes de la COVID-19 étaient traitées en moyenne chaque jour dans nos hôpitaux, y compris plus de 1 100 aux soins intensifs et plus de 140 décès ont été signalés quotidiennement. Au moment où nous continuons de prendre des mesures pour atténuer l'effet de la COVID-19 et protéger notre système de santé mis à rude épreuve, les experts apprennent un peu plus chaque jour sur l'efficacité réelle des vaccins contre la COVID-19. En même temps, nous nous rapprochons plus que jamais d'un accès à un nombre accru de traitements améliorés. Ces avancements permettront d'alléger le fardeau que bon nombre d'entre nous traînent en raison de notre isolement et des durs sacrifices que nous consentons depuis longtemps. Depuis le début des programmes de vaccination contre la COVID-19, le Comité consultatif national de l'immunisation du Canada, ou CCNI, et les autorités de santé publique de partout au pays continuent de traiter les données sur l'innocuité et l'efficacité réelle des vaccins. Selon les données les plus récentes, bien que 2 doses de vaccin contre la COVID-19 offrent une protection raisonnablement bonne contre les formes graves de la maladie, recevoir une dose de rappel d'un vaccin AA-RNM offre une protection accrue, ce qui permet d'éviter l'augmentation des hospitalisations et des décès. En général, les données montrent que la protection contre les hospitalisations s'élève à plus de 90% avec une dose de rappel d'un vaccin AA-RNM, ce qui représente une efficacité de 15 à 40% plus élevée que les 2 doses seulement. Garder une vaccination en jour contre la COVID-19 comporte de nombreux avantages pour tous les groupes d'âge admissibles. Le degré de protection va de protection minimale et de plus courte durée contre l'infection, en passant par une baisse assez importante de la maladie symptomatique à une haute protection contre les conséquences graves. Compte tenu de l'infection confirmée ou manifeste un nombre très élevé des Canadiens pendant la montée d'Omicron en particulier, il est également important de souligner que les personnes qui ont été infectées par la COVID-19 ont également tout intérêt à recevoir leur première dose de vaccin contre la COVID-19 ou à terminer leur série vaccinale. Par conséquent, maintenant et à l'avenir, pour avoir la meilleure protection possible contre la maladie grave, les autorités de santé publique continuent de recommander fortement à toutes les personnes admissibles, y compris les personnes qui ont eu la COVID-19, de garder leur vaccination contre la COVID-19 à jour. Aujourd'hui, le Comité consultatif national de l'immunisation a mis à jour ses recommandations sur l'intervalle suggéré en ce qui concerne l'administration de doses de rappel aux personnes qui ont déjà été infectées.
En particulier, le Comité consultatif national de l'immunisation recommande qu'une dose de rappel d'un vaccin à mRNA soit administrée au moins 6 mois après la dose précédente ou 3 mois après l'infection, selon la plus longue des deux éventualités. Cependant, comme aucun vaccin n'est efficace à 100%, il est important que chacun continue de suivre les mesures de prévention individuelles, comme porter un masque de bonne qualité et bien ajusté, éviter les endroits bondés et améliorer la ventilation intérieure. Pour les nombreuses avancées durement obtenues qui n'auraient pas été possibles sans les efforts collectifs d'innombrables Canadiens, je vous dis merci, thank you, miigwech. Merci beaucoup à tous. So now we'll go to questions. You know the drill, one question, one follow-up. J'ai fait une liste en tentant d'alterner le français et l'anglais et ainsi qu'en respectant l'ordre du premier arrivé, premier servi. Ce qui aide aussi pour les services d'interprétation en posant des questions, c'est d'avoir un micro-tige ou encore un micro qui est branché à l'ordinateur. C'est plus facile pour les interprètes de faire leur travail. Maintenant, on va commencer en fait avec Pierre Saint-Arnaud de la Presse canadienne. La parole est à toi, Pierre. Oui, bonjour, Dr. Njoo. Mes questions sont pour vous. La première, c'est qu'au Québec, on nous a dit qu'on constate une baisse des hospitalisations, une baisse des soins intensifs, mais on s'attend à un rebond en février, c'est-à-dire que ça remonte en raison des assouplissements. Je serais curieux de savoir si vous pouviez me donner dans quelle province est-ce qu'on est toujours en hausse et si celles qui sont en baisse, on peut prévoir des rebonds là aussi. Merci pour la question. C'est une bonne question. C'est difficile à répondre parce que le Canada est un grand pays et chaque province et territoire ont leur propre situation, vraiment, qu'est-ce qui se passe actuellement sur le terrain. Je pense que je peux vous dire qu'avec nos homologues des provinces et territoires, tout le monde suit étroitement les données, l'épidémiologie, qu'est-ce qui se passe actuellement sur le terrain. Et tout le monde est prêt à ajuster les mesures de santé publique comme c'est nécessaire. C'est sûr que tout le monde est tanné, moi aussi, avec qu'est-ce qui se passait avec la COVID-19 et tout le monde veut un assouplissement des mesures de santé publique, mais on voit avec les vagues précédentes que c'est toujours une question d'équilibre parce que si on assouplit les mesures de santé publique trop rapidement, il y a toujours un risque d'avoir après une recrudescence des conséquences graves, des hospitalisations aussi, les morts. Donc, je pense que c'est vraiment une question de continuer avec nos efforts de vaccination, augmenter la couverture vaccinale. Aussi, comme c'est possible, tout le monde aussi a peut-être une responsabilité pour prendre les mesures de protection individuelle, comme porter un masque bien ajusté, bien construit. Et à part de ça, c'est vraiment pour les autorités, vraiment à l'échelle locale, de regarder qu'est-ce qui se passe. Et si on commence à assouplir, oui, on est toujours prêt à peut-être remettre quelques mesures comme c'est nécessaire. Mais c'est difficile à prédire. On n'a pas une boule de cristal pour voir, OK, exactement qu'est-ce qui va se passer avec un assouplissement des mesures. C'est aussi peut-être un rebondi des taux d'incidence, etc. Merci. OK. C'est pas ma deuxième question, mais si vous pouviez nous donner un portrait par province ou par région, ce serait super intéressant. Mais ma deuxième question, c'est la suivante. On voit l'apparition du BA2, c'est-à-dire le sous-variant d'Omicron. Qu'est-ce que l'on sait sur les trois caractéristiques les plus importantes, c'est-à-dire la contagiosité, la virulence et la résistance au vaccin du BA2 actuellement? OK. Oui, merci pour la question. Peut-être pour finir la réponse à la première question, je peux vous dire que c'est intéressant. On voit avec la vague Omicron que peut-être les deux provinces les plus populeuses, le Québec, Ontario, peut-être commencer avec leur propre vague d'Omicron avant les autres provinces et territoires. Donc, on voit aussi qu'est-ce qui se passe actuellement en Ontario et le Québec. Peut-être qu'on a déjà comme dépassé le pic, le sommet des cas. Aussi, maintenant, c'est une question de regarder qu'est-ce qui se passe avec le taux d'hospitalisation, aussi les morts, parce qu'on sait que c'est toujours des indicateurs tardifs.
Et maintenant, on voit qu'est-ce qui se passe dans les autres provinces, peut-être un peu, plus tard, parce que c'est peut-être, ils n'ont pas eu la même expérience que le Québec en l'Ontario. Donc, c'est ça ce que je peux vous dire pour la première question. Pour la deuxième question, avec le BA2, oui, on a détecté, je pense, le premier cas ici au Canada, même en rétrospective avec quelques cas en mois de novembre, mais vraiment avec le séquençage, avec les échantillons dans notre système laboratoire, on voit que maintenant, c'est peut-être 8% des cas signalés quand on a fait un séquençage. Donc, avec ça, pour les trois questions, on a les données peut-être un peu préliminaires qui indiquent que c'est peut-être possible que le BA2 est peut-être un peu plus transmissible comparé à la souche originale BA1 de Omicron. Mais avec les deux autres questions, on n'a pas assez de données pour dire oui, est-ce que c'est vraiment une variante qui donne des conséquences beaucoup plus graves. Et aussi pour l'efficacité des vaccins, on voit à date pas beaucoup de différence pour l'efficacité contre le BA2 comparé à le BA1. Donc, il faut continuer à suivre les données. Mais pour l'instant, je pense que le message, c'est, hey, n'importe quelle variante, c'est très important de continuer avec tous nos efforts collectifs, incluant la vaccination. Merci. Et sur la question des hospitalisations, Pierre, on va s'assurer que vous obteniez les réponses les plus à jour possibles avec l'équipe de communication de la santé publique et la mienne. Merci. Rafi Boudjikanian, CBC News, you're up. Rafi? Sorry, was I muted still? Okay, you're good. Okay, thanks. My first question is for Minister Duclos. You promised 140 million rapid tests would be delivered to the provinces in January. We know some are reporting numbers that are much lower than that. And so where are the rapid tests? Thank you. So let me first provide a higher overview for those that maybe didn't follow the whole context. So we know that even prior to Omicron, the use of rapid tests was not only underestimated, but the value, I think, was probably misunderstood. And that's why for some months, and a large number of months, in fact, in 2020 and 2021, there was a relatively modest demand for rapid tests on the part of provinces and territories. That's not a blame, it's just a statement. When we started to see Christmas coming early in December, we worked with provinces and territories and multiplied by 5 the average number of rapid tests that had been delivered to them prior to December, which was about 7 million rapid tests, multiplied by 5. So we were able relatively quickly, and perhaps surprisingly for some, move to 35 million rapid tests delivered in December. And then with Omicron, obviously, we saw quickly a much larger demand for rapid tests, not only in Canada, but internationally. So we committed to delivering 140 million rapid tests, so multiplying by 4 compared to December, the number of rapid tests delivered to provinces and territories in January. Now, the remarkable news is that we were able to secure and have 140 million rapid tests arrive by the end of January in Canada. That was obviously an immense struggle. We were competing with many other countries which had identical needs and requests. So despite these immense pressure on supply chains, we were able to have 140 million rapid tests by the end of January, that is by January the 31st. The majority of these tests have been delivered prior to the end of January to provinces and territories. Many of them have been delivered since Monday, since January the 31st, but there are more tests arriving to provinces and territories in the next few days, so that at the end, as we have promised, 140 million rapid tests will have been delivered. I will end by saying that we took stock of
that outcome and the challenges related to it with my colleagues, health ministers. Just yesterday, we had a meeting, all of us together, to see where we are, to celebrate the arrival of these millions of rapid tests, but also to recognize that we need a lot more predictability ongoing with the actual timing of those rapid tests as the situation evolves. Thank you. And my follow-up is for Dr. Tam. Some provinces like Saskatchewan and Alberta are moving quickly to remove restrictions despite high hospitalization rates. Is that happening too quickly? Well, I think the provinces are in the best position to judge that because they have different health system capacities. So it is a very difficult balance to do. So I think that's the challenge ahead of the provincial response. I do think that prior to vaccinations, prior to getting some more treatments, and of course some immunity afforded by Omicron, that balance was very, very difficult to achieve. And I am, optimistic that it will become easier to achieve that better balance. However, we know how fragile health systems are. So I think at the provincial level, they will have to do their own assessment of that. It's difficult at the federal level to be able to make that call. Boris Proulx, Le Devoir. Bonjour. Dans l'exact même veine que la question précédente, on a entendu cette semaine le convoi des camionneurs exiger la fin de toutes les mesures sanitaires. Donc, ma question est pour les docteurs, mais peut-être que M. le ministre voudrait aussi rajouter quelque chose. Quelle serait la conséquence sur l'état de la pandémie si le Canada décidait d'abandonner toutes les mesures sanitaires? C'est Dr. Njoo, peut-être. Je vais laisser Dr. Njoo répondre, puis je vais ajouter quelque chose effectivement à la fin. Oui, OK. Oui, merci. Je commence que on sait qu'est-ce qu'il faut faire avec toutes les mesures de la santé publique, mais même les mesures pour la protection individuelle, c'est bien éprouvé. Et c'est seulement une question de continuer. On a vu avec les vagues précédentes qu'est-ce qui se passe si il y a peut-être une augmentation de taux de contact entre les personnes peut-être vulnérables, susceptibles à l'infection. Peut-être que la couverture vaccinale n'est pas assez haut dans quelques populations. Donc, on sait exactement qu'est-ce qu'il faut faire, c'est quoi les outils dans notre trousse, les vaccins, maintenant aussi un peu les traitements, mais aussi les mesures nécessaires pour diminuer le risque pour exposition. Donc, je pense que ce n'est pas une bonne idée d'enlever, assouplir toutes les mesures de santé publique trop rapidement. C'est toujours quelque chose qu'il faut faire peut-être prudemment avec beaucoup de flexibilité pour peut-être remettre comme c'est nécessaire. Donc, je pense que si on parle de la perspective scientifique, il n'y a pas de question qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce qu'il faut faire, mais c'est une question de trouver l'équilibre. Et j'ajouterais tout simplement qu'on ne peut pas être à la fois contre la vaccination et contre le confinement. La seule façon d'éviter le confinement, de s'assurer qu'on retourne à une vie plus normale, c'est d'être pour la vaccination. Donc, ceux et celles qui militent à la fois contre la vaccination et contre les confinements, malheureusement, ce n'est pas compatible, ça ne fonctionne pas. On a vu avec une très grande joie au cours de la dernière année la science et les scientifiques nous amener des vaccins. On sait que normalement, ça aurait pris, là, il n'y a pas longtemps, une dizaine d'années à la science et aux scientifiques de produire, pour lutter contre la COVID-19, certainement des vaccins. On a fait ça avec la science en moins d'une année, ce qui est extraordinairement remarquable. On a en plus eu la chance au Canada d'être un des pays les mieux vaccinés grâce au processus d'approvisionnement qu'on a mis en place et grâce aux efforts que les Canadiens, la grande majorité des Canadiens ont fait. Heureusement qu'on a eu cette chance scientifique
et ce travail des Canadiens parce qu'on serait présentement avec Omicron dans une situation extraordinairement difficile. Ce qu'on voit comme mesure de confinement, le couvre-feu au Québec, les fermetures, tout ça, là, ça aurait été de la petite bière par rapport à ce qu'on aurait eu besoin de faire en l'absence de cette chance que nous avons eue de vacciner autant de Canadiens. Donc, être contre la vaccination et contre les mesures de santé publique, ça n'a pas de sens. La seule façon, c'est de continuer, et la Dr Tam et le Dr Njoo l'ont très bien dit tout à l'heure, de continuer à se faire donner une dose de rappel pour ceux et celles qui n'en ont pas encore reçu. Tout à l'heure, je mentionnais que c'est à peu près une augmentation d'à peu près 5 par semaine là, dans le taux de couverture d'une dose de rappel. C'est très bon, mais il faut aller plus vite parce qu'on est seulement rendu à peu près 50 %. Il faut se rendre certainement autour de 85, peut-être même 85 % et plus. Donc, on voit là, que la vitesse n'est pas suffisante. Il faut continuer à accélérer cette administration des doses de rappel. Même chose pour les enfants de 5 à 11 ans. On est rendu à peu près 50 % aussi, mais ça augmente de juste 2 % par semaine. Ce n'est pas assez vite. Il faut que nos enfants soient davantage et plus rapidement protégés. Finalement, je dirais aussi une bonne nouvelle, c'est qu'à chaque jour, on constate qu'il y a environ 10 000 personnes qui reçoivent leur première dose de vaccin. Ça, c'est une super bonne nouvelle. Il y a 10 000 Canadiens de plus par jour qui choisissent d'aller chercher une première dose de vaccin et qui vont ensuite aller chercher une deuxième dose et une dose de rappel un peu plus tard. Ce sont 10 000 personnes de plus par jour qui choisissent de se protéger eux-mêmes, qui protègent ainsi ceux qui vivent avec eux ou avec elles et qui protègent aussi nos travailleurs de la santé. Merci. Et rapidement, suivi, le Comité national de l'immunisation parle d'une dose de rappel après 6 mois. Ma question est très simple. Est-ce qu'on est condamné au Canada à recevoir une dose de vaccin de rappel à tous les 6 mois pendant encore des années avec cette pandémie? Dr. Njoo? Oui, OK. Merci pour la question. Oui, on ne sait pas. C'est vraiment quelque chose à suivre parce que maintenant, on continue de suivre la situation dans plusieurs pays, même incluant le Canada, avec l'expérience avec les vaccins. C'est sûr que les vaccins sont sûrs et efficaces, mais on voit aussi qu'il y a une diminution à l'échelle de la population avec la protection avec les vaccins. Donc, on sait que maintenant, c'est une bonne idée d'avoir une dose de rappel. Qu'est-ce qui va se passer au futur? On ne sait pas parce qu'il faut regarder avec les autres études, peut-être les autres vaccins, peut-être adaptés pour les variants. C'est tous au futur. Mais aussi, par contre, je pense que c'est aussi important de souligner le point que même si on parle des doses de rappel ici au Canada, c'est aussi une question à l'échelle mondiale. C'est très important aussi d'avoir l'accès et aussi d'assurer que tout le monde, partout dans le monde, a l'accès au vaccin parce que ce n'est pas seulement une question de vacciner la population ici au Canada, c'est aussi avoir la vaccination à travers le monde parce que tout le monde est vulnérable, même pour peut-être l'émergence des variants, si on n'est pas prêt à vraiment offrir la vaccination partout dans le monde. Monsieur Duclos, vouliez-vous ajouter quelque chose, non? Non, c'est très bien dit. Parfait. Je pensais que vous vouliez prendre la parole. Donc, on va aller à une prochaine question. À ce moment-là, Dylan Robertson, Winnipeg Free Press. Hi, thanks for taking our questions, and good morning, Minister Duclos. The Toronto Star has a report this morning on the delay in January shipment of rapid test provinces. The paper found that some Atlantic provinces got upwards of 85% of their quota, while others with much higher prevalence of active COVID have half or even 1/3 of their quota. So if your government is guided by evidence, why is your department giving rapid tests to provinces that don't need them as badly? Well, thank you. And that's an important question. I answered, I'm sure you understood the answer, didn't I answer earlier on the broader context, the 140 million rapid tests arrived in Canada, the fact that this represented approximately 20 times more rapid tests than the average over 2021. So I believe you have heard that answer. Now, why is the
why are the percentages to individual provinces and territories variable across Canada? Well, that depends on all sorts of things, and I'll just mention one. It depends in part on the specific demands and conditions which provinces are asking us to deliver those tests with. So just to give you an example, these rapid tests come in different packages, different types, different providers, and therefore we want as much as possible. We're obviously not perfect. We want to meet those demands and expectations of different provinces and territories, and that means that some of those rapid tests are delivered more quickly because of the size of the boxes and so on to some specific provinces and territories. But overall, we're obviously extremely mindful of the importance of treating all provinces and territories equitably. And that's why, for instance, we are now proceeding with a per capita allocation of rapid tests to provinces and territories. That was done differently in 2021. And we know that because of that, some provinces and territories got more rapid tests because they were asking more of those rapid tests. But now we believe that across Canada, all Canadians, regardless of where they live, should have access to the same availability of rapid tests wherever they may live. Thank you. And Minister Duclos, the Southern Manitoba's Grand Chief says that Health Canada lost an order of rapid tests that the First Nations had placed with your department last September. Indigenous Services Canada says it was handled by Health Canada, and this morning they said they're still looking into my Tuesday question of what happened here. The Grand Chief said that this would never happen to a province, and he sees systemic racism here. He reordered the tests in November, and they're coming 3 months later. I'm wondering what you make of this situation. Well, from what I hear from you, that's obviously not acceptable, and we'll therefore look into this. I understand my officials have already started to do so, but I'll make sure that the greater effort and focus is provided to that. Obviously, working with Indigenous Services Canada, Minister Aidu is not only responsible for that department, but as a former Minister of Health, she's also extremely mindful of the importance of providing Indigenous communities the support that they need, including, as you said, rapid test deliveries. Prochaine question, Laurence Martin de Radio-Canada. Laurence, je pense que tu es en sourdine. Excusez-moi. Bonjour, est-ce que là, vous m'entendez? Oui. Oui, OK. Ma question est pour M. Duclos. Est-ce qu'on doit relâcher les mesures sanitaires davantage alors que la grogne monte un peu partout au pays? Bien, il y a deux angles à la réponse. Le premier angle, c'est l'angle des décisions des provinces et des territoires qui ont chacune des conditions à la fois sanitaires et politiques variables à travers le pays. Et au gouvernement canadien, et certainement moi-même, on le reconnaît. Le Canada est un grand pays, à nouveau avec différentes situations épidémiologiques, mais aussi différentes situations politiques. Et c'est à chacune des provinces et des territoires de prendre les décisions que cette province ou ce territoire juge les plus appropriées dans leur contexte. La deuxième chose que j'ajouterais toutefois, c'est que, comme je disais un peu tout à l'heure, ceux qui militent contre la vaccination militent pour les confinements. Parce que la seule façon d'éviter les confinements, que ce soit au Québec ou ailleurs, c'est d'avoir des taux de vaccination élevés et accrus. C'était vrai pour le Delta. Je vais vous mentionner rapidement là, une étude qui a été produite là, par des experts de Santé Canada, une étude qu'on appelle contrefactuelle, c'est-à-dire une étude qui regarde ce qu'aurait été la situation en 2021 en l'absence de vaccination, indique à quel point la vaccination est essentielle pour éviter les confinements. On a trouvé qu'avec le variant Delta, qui était évidemment moins transmissible que le variant Omicron, avec le variant Delta, si on n'avait pas eu de vaccin contre le variant Delta en 2021 et qu'on n'avait pas non plus mis des mesures de confinement, pas de confinement, mais des mesures de santé publique, le masque,
la distanciation physique, et ainsi de suite, à partir de juillet 2021. Donc, pas de vaccination en 2021 et on arrête toutes les mesures de santé publique à partir de juillet 2021. On aurait eu 400 000 morts au Canada en date de l'automne suivant, donc en date de l'automne 2021. Évidemment, personne n'aurait pu tolérer 400 000 morts au Canada. Donc, on aurait eu besoin, en l'absence de vaccination, de mettre en place des mesures extrêmement sévères de confinement et de santé publique qui auraient nuit au climat social, qui auraient nuit évidemment énormément à l'économie. Heureusement, on a eu la vaccination pour empêcher ça. Et heureusement que maintenant, on a accès encore à de la vaccination pour nous protéger non seulement de la situation actuelle avec le Micron, mais aussi pour nous protéger de tout autre variant qui pourra émerger au cours du temps, parce qu'on sait que la COVID-19 va continuer à nous réserver des surprises. Laurence, un suivi? Oui, bonjour, M. Duclos. Je comprends qu'il y a des manifestants qui ne croient pas en la vaccination, mais il y a beaucoup de Canadiens, en fait, la très vaste majorité des Canadiens qui sont vaccinés et qui, eux aussi, commencent à être fatigués des confinements. Donc, est-ce que vous êtes prêt à dire aujourd'hui, ce confinement qu'on vit en ce moment, je comprends qu'évidemment, les provinces doivent décider, mais vous, d'après vous, vous êtes quand même ministre fédéral de la Santé. Est-ce que vous êtes prêt à dire que ça doit être le dernier grand confinement, à moins d'une autre vague vraiment extrême qui ravage le pays, mais est-ce que vous croyez qu'il est temps de dire aux Canadiens que les confinements ne sont plus la solution pour limiter les impacts du virus? Ce qu'on voit, Laurence, c'est une bonne nouvelle. Je pense que toute bonne nouvelle doit être non seulement répétée, mais aussi entendue. Ce qu'on voit, c'est qu'au Québec, en particulier, on a atteint de toute évidence un plateau en matière d'hospitalisation. On a connu au cours des derniers jours une réduction d'environ 20 du nombre de personnes hospitalisées, qui est très bien. Ceci étant dit, c'est beaucoup au-delà, autour de 2600 hospitalisations au Québec, c'est beaucoup au-delà de ce que le ministre Dubé avait signalé comme étant un niveau acceptable un peu plus tôt en décembre. Et c'est pour ça que le gouvernement du Québec procède, comme on l'entend, avec prudence, mais aussi avec intelligence en matière de retrait des mesures de santé publique, y compris l'ouverture des commerces et ainsi de suite. C'est la même chose qui se passe ailleurs dans le pays. En matière d'hospitalisation, l'ouest du pays n'est pas arrivé encore à un plateau. En Manitoba, Saskatchewan, Alberta, la Colombie-Britannique, on regarde les chiffres, ils sont un petit peu décalés par rapport à ce qu'on a vu au Québec et en Ontario, mais évidemment, ça va aller mieux, ça va déjà mieux dans plusieurs de ces régions que ce que c'était il y a quelques semaines à peine. Donc, on est positif, on est optimiste. On sait que les choses vont continuer d'aller mieux parce que, tout d'abord, les gens font de plus en plus les bons choix, puis que la vaccination, avec l'augmentation des doses de rappel, est de plus en plus efficace. Merci. Il n'y a plus qu'une main virtuelle de levée, c'est celle de Raymond Filion, TVA. Donc, si vous avez une question, faites-le, levez la main maintenant. Voilà, donc Raymond Filion, TVA, pardon. Okay. Oui, bonjour. J'aimerais vous entendre, M. Duclos, au sujet de l'occupation des rues d'Ottawa. Il y a des gens qui disent que le gouvernement fédéral a un ton contre-productif face aux manifestants. Est-ce qu'il y a lieu de changer le ton? Est-ce que le fédéral a un rôle à jouer, selon vous, pour libérer les rues d'Ottawa? Bien, merci, M. Filion. Merci, Raymond. Vous avez utilisé effectivement le bon terme. C'est maintenant une occupation. Ce n'est plus une manifestation. Le premier ministre Trudeau s'est prononcé là-dessus hier en observant, comme tout le monde le fait, qu'on se déplace de plus en plus vers une manifestation illégale, une occupation qui nuit énormément à la sécurité et à la qualité de vie des gens dans la grande région de Gatineau, Ottawa. Donc, on est tous là pour prendre soin les uns des autres. Les points de vue sont toujours variés. Il est important de pouvoir les exprimer aussi, ces points de vue. Mais je crois que les manifestants ont entendu, les occupants ont entendu le message que, oui, ce message a été entendu. Oui, on est content de l'avoir entendu, mais que maintenant, il est temps de faire autre chose, de procéder à autre chose, de retourner chez soi, dans ses familles, et de laisser les gens de la région de Gatineau et Ottawa vivre dans la paix,
dans la sécurité et dans l'harmonie. Est-ce que le gouvernement fédéral doit dialoguer avec ces gens-là? Le ministre Mendicino a indiqué hier là, que la GRC, c'est bien la GRC, et non pas le ministre, la GRC avait offert à la police d'Ottawa tout l'appui qui était demandé pour traiter de la situation. Quand on parle de manifestation illégale, d'occupation illégale, bien, ça finit par devenir lourd. Et il faut, au Canada, que la loi s'applique à tout le monde. À nouveau, c'est dans un contexte de paix, de respect, mais dans un contexte où vient un moment, comme c'est en train de se produire de toute évidence, où les occupants doivent passer à une autre étape. Leur message a été entendu, on retourne chez soi et on laisse les gens de Gatineau et d'Ottawa retrouver là, un sentiment de quiétude, de sécurité et d'harmonie pas mal plus important que celui qu'ils vivent maintenant. Oui. Ray, un suivi? Ah, je l'ai déjà posé, mais si vous me laissez une autre question, je vais y aller. Non, malheureusement, je m'excuse, j'ai perdu le fil. Je vais passer. Bel essai, Raymond. J'ai Rachel Gilmore qui vient de s'ajouter, Global News. Rachel. Et non, il n'y a pas de Rachel, donc j'aurais dû laisser la parole à Raymond. J'ai... ouais. OK, Rachel? Hey, sorry, can you hear me? Yes. Awesome. Thank you so much. So I had a quick question for the doctors specifically. I'm wondering if you have any advice for residents of the downtown core in Ottawa. Obviously, there are a number of individuals who speak as if they are unvaccinated. It's unclear what their vaccination status is, but they are opponents to mandatory vaccinations. Should residents of the downtown core be taking extra precautions as they navigate their daily lives with these protesters around? I think that for the question, the first thing is, of course, follow the advice of Ottawa Public Health. They have the pulse on the ground in terms of what's going on from a public health perspective, and they would issue advice as needed. But of course, we all know the layers of protection that everybody can take depending on the epidemiology or indeed environment that people are living or working or existing in. So I think for sure, make sure everyone is well empowered to wear masks and be able to use all those layers of protection that we talk about every day to try and protect themselves. But I think if you're well vaccinated, you're wearing your mask and you're conscious of where you're moving or gathering and take extra precautions, you can certainly reduce your risk of infection. But there's still quite a high level of transmission going on right now in most parts of the country, even though the cases are coming down. So no matter where you are, I think this advice applies. Thank you. And just for my follow-up, I was wondering if you folks have a message for your fellow healthcare workers at this time, because we have seen directives in Toronto specifically telling healthcare workers they may not want to walk to and from work in their healthcare attire, lest they become a target of those who oppose, public health measures. And we've also seen reports that citizens in downtown Ottawa who try to follow the advice you just mentioned of wearing masks also find themselves harassed. So do you have any advice for A, the individuals who are being harassed for following public health advice, and B, a message for healthcare workers who might be finding this whole situation disheartening? Yes, so I think we need to really be grateful and appreciate our health workers and our public health workers, because they've been working day and night for over 2 years to try and keep all of us safe.
and it's unacceptable. Any kind of hate, any kind of violence it should not be tolerated. Protests are one thing, and it should be done as peacefully. Should be done peacefully, and these are the very people who are trying to help, not only to protect people against COVID-19, but for to support the community on all sorts of health issues. If you had an accident, if you need surgical interventions, if you need cancer treatment. So all these workers need to be able to have a safe passage to work. And I think that's critically important. I know that the minister may have something to say, of course, having policies that essentially lays out the fact that harassment of healthcare workers is completely unacceptable. Thank you. And not only is it completely unacceptable for the reasons that Dr. Tam mentioned, but we are all aware, I believe, that the House of Commons passed and Parliament passed a law just earlier in 2021, putting severe criminal sanctions for those that are intimidating, threatening healthcare workers. We are immensely grateful to them, and we depend on them. And in fact, we're all in this together. We depend on them for the reasons that Dr. Tam said. Not only are they looking after thousands of Canadians being hospitalized because of COVID-19, but also looking after many other thousands of Canadians that every day require hospital and other healthcare services. So unacceptable and criminal. And because of that, I would invite all healthcare workers to report any such incident to their police force. Okay, so we have a hard stop at 10:30, and I just saw Laura Osman's hand come up, so we'll go with the last one for the road. Laura? Thank you so much for taking my question. I wanted to ask about vaccine mandates. Of course, some provinces saying they want to do away with vaccine passports, for example. And a lot of people are wondering if there's any value in them left, given just how transmissible Omicron is, even for the vaccinated. And so I'm wondering if the doctors can weigh in on the value of vaccine passports at this point. Yes, it's Theresa Tam. Maybe I'll start. We're actually looking at a whole range of public health measures and policies together with the provinces and territories, trying to get a handle from my colleagues, the chief medical officers on the ground, as to what the path forwards might be for a whole suite of these measures. I think vaccine mandates, of course, primarily are related to provincial jurisdiction. And I do think these measures should be evaluated going forwards, but for sure we're reiterating that vaccines are extremely important, particularly in reducing serious outcomes. But as I've said in my opening remarks, the protection against infection is reduced, certainly with 2 doses. It doesn't really protect you against infection, but 3 doses can certainly protect you for a period of time against infections, but really, really good protection against serious outcomes. And our ultimate goal, I think, in this country is to reduce serious outcomes and mortality, which vaccines fundamentally a foundational tool or layer of protection that I think everyone needs. So how do we make sure that we optimize and maximize vaccinations is something that is of collective interest and a topic of critical discussion right now. I think jurisdictions are in slightly different spaces in terms of their current situation. So I do think that all policies need to be re-examined over time. And this is one of them as well. But for now, of course, vaccinations are really important in our ability to manage the negative impacts of this
current wave. I think what we do need to do going forwards as we emerge of the Omicron wave is to recognize that this virus is not going to disappear. And we need to be able to address the ongoing presence of the SARS-CoV-2 virus in a more sustainable way. And we need to continue, and the virus will continue to evolve. So we need to also continue to evolve our measures, recognizing that further waves will occur. Some will actually be quite severe or disruptive, and we need to be ready for them. But we do need to have more longer-term sustained approaches and capacity building so that we're not in crisis mode all the time as we fight this virus. So I think I'm looking forward to that kind of a slightly longer-term discussion with my colleagues. Thanks so much, Dr. Tam. Go ahead, please. If I may add very briefly, sorry to interrupt, to the wise words of Dr. Tam, the key objective of a vaccine mandate, and we do this at the federal level, is to protect individuals, protect people through vaccination. So the vaccination mandate's primary objective is to protect people when they move and work in life. It's not to punish them. Vaccine mandates are not there to punish people. They obviously create an incentive, which is a second order objective, and that incentive does indeed also work at the federal level. As we have noticed, 99% of public servants have vaccinated themselves, so they have protected themselves against the virus. So obviously they do that to protect their own health, which is a key objective, but they are also incentivized to do that through a vaccine mandate. I would end by saying that, as Dr. Tam mentioned, this is going to be an ongoing conversation, but vaccination, as we said earlier, is an incredible tool which science and scientists have given us about a year ago, which we've had the fortune of using with great success over the last year, which we know is going to continue to be an important tool as we move forward. Thank you so much. On that note, I was hoping to ask you, Minister Duclos, as well about travel mandates and what conversations are happening in terms of at what point can the federal government start to think about stepping that down from sort of a scientific perspective in terms of maintaining protection without inhibiting people unnecessarily? I'm sorry, I think I missed part of your question. I apologize for asking you to repeat again. Not at all. I'm just wondering at what point the federal government expects to start stepping down vaccine mandates for travel, given some of the things you just said and what Dr. Tam said about, the protection against transmission with 2 doses. Well, the short answer is well, I think we have an issue with Mr. Duclos' signal. Okay, sorry about that. Laura, you won't get your answer. Maybe Dr. Tam or Dr. Njoo, you wish to answer about the travel mandates? Yeah, it's Theresa Tam. So I think as with all policies, and it's actually building on my answer to the previous question, is the border measures are layers of protection. And so I think some of the abilities for us to shift those measures and indeed to facilitate travel, particularly for vaccinated individuals at the moment, is dependent on how the domestic
epidemiology looks like and the healthcare capacity, as well as what's happening globally. We're monitoring that very closely. Obviously, at the domestic level, cases are beginning to come down and hospitalizations still going up in many areas. So it's quite difficult to sort of reduce those measures when that's the situation of the ability to cope with any kind of additional introduction. But at the same time, we need to begin to plan forwards for when this particular wave, recedes, and be ready. I think the whole concept is we do need to get back to some, normalcy, and that includes our border measures and policies, and use the innovation and the tools that we have to try and enable safe travel. And traveling outside also depends on looking at the epidemiologic information globally. Right now, the Omicron wave is going strong. So I think that absolutely has to be reevaluated in the days and weeks to come. It's Dr. Njoo. The only other thing I would add is that, certainly the issue you raised is important for Canada, but I think it's also a worldwide issue. And if you look at the WHO, the World Health Organization, and the international health regulations, that's something I think that needs to be looked at, because certainly there's a balance between what we call containing public health threats, obviously in this case, a global pandemic, but at the same time, not unduly restricting travel and trade. And that was one of the key points that was in the international health regulations, which came out of the SARS situation many years ago. So I think not just Canada, but I think collectively around the world and with the World Health Organization, that's something we need to look at as we move forward. Thanks. Merci, Dr. Njoo, Dr. Tam et ministre Duclos, peu importe où que vous soyez. C'est ce qui met fin à la conférence de presse. Bon week-end tout le monde. Oui, merci, bon week-end. Bye-bye.